Donc pour cette dernière séance du séminaire, on va revenir à un des thèmes qu'on a beaucoup abordé au cours des différentes sessions, qui est le thème du rapport au territoire de populations qui, dans le cas présent, vont être des populations principalement amérindiennes, et des difficultés que ces populations éprouvent à faire reconnaître des droits sur leur territoire en utilisant des arguments qui sont difficiles à comprendre pour les États-nations qui leur confèrent ces droits. Il y a donc un travail d'ajustement. C'est le cas, on le verra, et j'en ai un peu parlé aussi en Amérique du Sud, mais ça a été le cas, comme Laurent Doucet l'a montré aussi, en Australie, où les critères qui définissent les formes d'occupation de l'espace sont extrêmement différents de la territorialité telle qu'elle est conçue selon le modèle westphalien par les États-nations qui ont colonisé les territoires des populations autochtones. Et pour parler de cette question, j'ai demandé à Alexandre Sourayès de venir nous parler. Alexandre Sourayès est ethnologue, il est directeur de recherche au CNRS, c'est un spécialiste des populations amazoniennes de l'Amazonie péruvienne. Il a en particulier travaillé chez des gens qui s'appellent les Kandoshi, mais à côté de cela aussi, il mène depuis des années une action à la fois scientifique et militante d'appui aux organisations indigènes en Amazonie péruvienne en particulier, pour les aider à obtenir précisément des droits sur leur territoire et à lutter contre la spoliation territoriale. C'est donc aussi de son expérience pratique sur des questions comme la délimitation des territoires, la cartographie des territoires, etc., dont il va nous parler aujourd'hui. Merci, Alex. Merci, Philippe, pour m'inviter. Merci à vous tous pour être là. Le droit est une expression normative d'un moment historique et social, un reflet de la notion de sujet, des catégories ontologiques et de l'état des relations sociales. Voilà pourquoi il est intéressant pour une analyse anthropologique comme celle qui va suivre, en fait une réflexion anthropologique sur la nature du droit, inspirée par une expérience ethnographique. Les débats intenses que l'anthropologie a produits ces dernières années sur les droits des peuples autochtones en est la preuve de cet intérêt. Non seulement parce que les peuples autochtones ont toujours été d'une importance majeure pour l'anthropologie, mais surtout parce que leur statut juridique est particulièrement important par rapport à d'autres minorités, pour comprendre les idées sur lesquelles se fondent les sujets des droits et la souveraineté des États-nations, de l'État-nation moderne. Trois raisons à l'appui de cette idée. La première raison, c'est que ces minorités définies par la loi comme peuples autochtones possèdent ou ont possédé un système politique qui organise la vie sociale dans un espace qui constitue un territoire potentiellement souverain. En d'autres termes, ils ont possédé une forme d'organisation sociale, politique, laquelle, sans être nécessairement prendre la forme nécessairement d'un État moderne, avec une compétence exclusive sur un espace circonscrit, ne constitue pas moins l'expression d'une souveraineté tout aussi légitime, potentielle tout aussi légitime. La deuxième raison, c'est que les principes sur lesquels les peuples autochtones basent leur souveraineté sur une zone géographique peuvent être de nature ontologique radicalement différente de ceux fondant l'État-nation. La troisième raison, c'est que les peuples autochtones ont déjà été socialement constitués avant de la naissance des États dans lesquels ils se trouvent situés. Certains d'entre eux, ils ont eu même une forme de reconnaissance légale
de leur entité par l'administration coloniale. En bref, si la conquête militaire coloniale ne confère pas des droits à la puissance coloniale, comme tout le monde semble être d'accord aujourd'hui, les peuples autochtones sont légitimes sur leur territoire, un argument, disons, impeccable du point de vue juridique. Si le statut juridique des peuples autochtones et leur territoire pose un défi conceptuel majeur aux principes sur lesquels l'État-nation moderne se fonde, il n'est pas surprenant que la place des peuples autochtones ait donné lieu, à 2 reprises au moins, à une révolution, on va dire, paradigmatique dans l'histoire du droit. La première est bien connue des experts en la matière. Elle s'est produite au début de la période coloniale espagnole, lorsque la couronne a ouvert un débat sur les statuts des peuples indiens de l'Amérique, au moment même où l'État moderne commençait à se configurer. Le second séisme, on va dire, a peut-être lieu en ce moment avec la déclaration de 2007 des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Je vais commencer par une brève description de ces premiers séismes dans l'histoire du droit. Au milieu du XVIe siècle, un groupe de professeurs de l'Université de Salamanca a initié un premier effort intellectuel pour faire valoir qu'il n'y avait aucune raison légitime autorisant une expansion illimitée du front colonial au détriment des peuples autochtones et de leur territoire. La question soulevée par Francisco de Victoria, les juristes et les théologiens les plus célèbres de l'école dite de Salamanca, dans ses leçons intitulées en latin De Indis, était de savoir si les peuples autochtones avaient dominium. Dominium est un terme latin signifiant les pleins droits d'une personne à la propriété, au sens large, un pouvoir réservé de toute évidence au sujet des pleins droits. Victoria pensait que, puisqu'il n'y avait pas de distinction ontologique particulière entre les Amérindiens et les Européens, et le reste des êtres humains, rien ne devait faire obstacle à leur accorder les droits de jouir de l'usage de leurs biens, en particulier de la terre, de façon libre et légitime, et même y compris de jouir de ces formes d'organisation politique, disait Victoria. En effet, dans la première partie de sa leçon, Victoria offre une définition des limites des sujets de plein droit, parmi lesquels inclut les peuples indiens. Pour ce faire, Victoria doit réfuter l'affirmation selon laquelle les Indiens feraient partie de la catégorie aristotélicienne d'esclaves par nature, permettant, par la même raison, de refuser tout droit. Victoria pense, en opposition à cette thèse défendue entre d'autres par Sepúlveda, Ginés de Sepúlveda, que les Indiens avaient bel et bien dominium parce qu'ils disposaient de leurs biens, à la fois publics et privés, longtemps avant l'arrivée des Européens. On pourrait alors faire valoir, continue Victoria, que les dominiums qu'ils avaient n'étaient pas légitimes à cause de leurs péchés, leur infidélité ou leur faiblesse mentale. Victoria répond qu'aucune de ces 3 hypothèses pourrait être considérée comme une raison justifiant la perte de leur dominium et que leur prétendue faiblesse mentale était simplement le résultat d'une mauvaise éducation. Il conclut donc que l'argument de l'esclavage naturel devrait être abandonné et que s'il y avait effectivement une différence entre les Européens et les Amérindiens, cette différence n'était pas d'ordre, on peut dire, ontologique. Un problème subsiste. Si le dominium est simplement le droit d'une personne à utiliser quelque chose à ses propres fins, alors ces droits s'appliquent également aux êtres non rationnels, c'est-à-dire aux animaux,
Il répond que le dominium est néanmoins un droit et que dans la mesure que les êtres non rationnels ne peuvent pas faire objet de ce qu'en latin on dit injuria, c'est-à-dire de dommages, il s'ensuit qu'ils ne peuvent pas jouir de ces droits. Comme un argument d'autorité, Victoria cite saint Thomas, lequel affirme que seule la créature rationnelle est responsable de ses actes en vertu de son pouvoir de choisir, un pouvoir conféré par la ratio, par la raison. Par conséquent, si les animaux ne sont pas maîtres de leurs actions, ils ne peuvent pas être maîtres de toute autre chose. La référence à saint Thomas n'est pas anodine de la part de Victoria, car celui-ci, celui qui représente la plus haute autorité pour les scolastiques baroques de Salamanque, avait souscrit, comme on sait, la théorie graduelle de l'âme d'Aristote, qui impliquait aussi une forme de continuité ontologique entre toutes les entités du monde. Cette célèbre théorie graduelle de l'âme, selon laquelle seuls les humains ont une âme rationnelle, mais ils partagent l'âme végétative avec tous les êtres vivants et l'âme sensible avec tous les animaux. La référence de Victoria était destinée à se protéger en quelque sorte et à montrer que malgré tout, saint Thomas considérait que l'âme rationnelle faisait de l'homme un être exceptionnel parmi les créatures du monde qui devenait le seul en fait ayant droit. De cette façon, Victoria contribue à abandonner une vision gradualiste de la différence entre formes de vie, anciennes donc de plusieurs siècles, afin d'établir la catégorie différenciée des êtres humains, à savoir le seul détenteur de dominium. Pour ce faire, et c'est là fondamental, Victoria a besoin de l'animal moderne, à savoir une entité mécanique, sans droit, en simple chose, celle que Descartes va plus tard conceptualiser. Les propositions faites par Francisco de Victoria ne sont pas simplement une brillante spéculation juridique. Elles ont été examinées à côté des plaintes réalisées par Bartolomé de las Casas, son frère dans l'ordre dominicain, par la Cour de Castille à la demande de l'empereur Charles V. Le travail parlementaire a mené à la promulgation en 1542 des Leyes Nuevas de las Indias, nouvelle loi des Andes, par lesquelles, entre autres, les Indiens pouvaient bénéficier de la protection directe du monarque. Ces lois abolissent également l'esclavage des Indiens. Si les arguments juridiques proposés par Victoria ont été convertis en loi et les droits des peuples indiens d'une certaine façon reconnus, la réalité, comme on sait, est allée dans une autre direction. Ces nouvelles lois n'ont pas pu arrêter l'expoliation incessante des terres indiennes poursuivies sans relâche par les fronts coloniaux. Mais cela, bien sûr, c'est une autre histoire. En tout cas, les arguments juridiques avancés par Francisco de Victoria et ses disciples, dans le but d'établir des limites au droit à la guerre, au droit à la conquête, et proposer même des droits aux vaincus, ont été à juste titre considérés comme l'origine du droit international. Certains affirment que la doctrine juridique de l'école de Salamanque préfigure nos droits de l'homme par la création d'un sujet de droit universel basé sur l'appartenance à l'humanité, implicite dans la notion de dominium. En tout état de cause, regardant en arrière, les points de droit avancés par Victoria et ses collègues à la suite de la question amérindienne constituent un véritable séisme pour l'histoire du droit, dans l'histoire du droit. Passons maintenant à l'actualité du droit. Se démarquant de la vision classique des droits fondamentaux comme des droits individuels, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones du 13 septembre 2007 marque sans doute un deuxième sursaut dans l'histoire du droit. Pourquoi? Tout d'abord parce que la Déclaration fait partie du système des Nations Unies des droits de l'homme,
Lorsque la déclaration affirme, en effet, qu'un droit collectif, tel que le droit d'un peuple à un territoire, est un droit humain, l'individualisme inhérent aux droits de l'homme semble, en partie, dépassé. Cependant, la véritable révolution que la déclaration porte, à mon avis, n'est pas seulement la prise en compte des droits collectifs, mais la nature de ces droits et la nature des collectifs concernés. Laissez-moi analyser cette question en détail. La déclaration contient un préambule et 46 articles. Les préambules affirment notamment que les peuples autochtones sont égaux à tous les autres peuples et, comme tous les peuples, ont le droit d'être différents, de s'estimer différents et d'être respectés en tant que tels. Cela rappelle l'importance fondamentale, selon les textes de la déclaration, du droit de tous les peuples à l'autodétermination, en vertu de laquelle ils déterminent librement leur statut politique et la direction de leur développement économique, social et culturel. Les idées exposées dans la préambule sont développées dans les 46 articles de la déclaration. Les plus importants d'entre eux sont sans doute les articles 3, 4 et 5, stipulant que les peuples autochtones ont, comme j'ai dit, les droits à la autodétermination. En ce qui concerne les droits territoriaux, qui sont les plus importants pour les autochtones et les plus sensibles pour les États, et ça qui nous intéresse particulièrement dans ces séminaires, il faut attendre l'article 25, les premiers donc des 3 articles consacrés au droit au territoire. Les premiers articles sur les territoires, donc l'article 25, vous le voyez dans l'écran, proclament de façon surprenante les droits des peuples autochtones de conserver et de renforcer leurs liens spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux et zones maritimes côtières et autres ressources qu'ils possèdent, occupent et utilisent traditionnellement. De façon surprenante que la déclaration commence par la spiritualité pour parler du territoire. On va y revenir. L'article 26, le second article sur le territoire, déclare pour sa part que les peuples autochtones ont les droits aux terres, territoires et ressources qu'ils possèdent ou occupent traditionnellement et qu'ils ont utilisées ou acquis, une formulation plus classique et qui semble rappeler les droits acquis par les peuples autochtones en tant que premiers arrivants. Dans l'article 27, enfin, la déclaration exige les États à établir, en collaboration avec les peuples autochtones concernés, processus équitable, indépendant, impartial, ouvert et transparent, prenant dûment en compte, c'est ça qui m'intéresse, les lois, traditions, coutumes et régimes fonciers des peuples autochtones, afin de reconnaître les droits des peuples autochtones en ce qui concerne leurs terres, territoires et ressources. De ces brèves descriptions, nous pourrons souligner 2 concepts importants dans les arguments juridiques concernant les droits territoriaux dans le cadre général du droit à l'autodétermination que la déclaration proclame. D'une part, la notion de relation spirituelle particulière avec les terres, territoires, eaux, mers côtières et ainsi de suite. Et d'autre part, l'appel aux États leur demandant de reconnaître les lois, traditions, coutumes et systèmes de tenue des terres des peuples autochtones. Qu'est-ce que signifie dans ce contexte la notion de relation spirituelle particulière? Je vais être, disons, un peu synthétique. Dans le cas de nombreux peuples autochtones, elle se réfère à des discours et à des pratiques appelées de façon, disons, générique, animisme par l'anthropologie contemporaine, par un certain nombre d'auteurs. En dépit de leurs divergences, ils seraient, il me semble, d'accord à définir l'animisme par des traits saillants. Le premier serait que les peuples autochtones
ne sont pas intéressés à une notion d'humanité universelle, et le second, qu'ils attribuent une statut de personne à de nombreuses entités non humaines. Je ne vais pas entrer dans les détails de ces idées qui sont par ailleurs bien connues des participants à ces séminaires, par les travaux de Philippe notamment. Je voudrais juste dire qu'en tout état de cause, les peuples autochtones utilisent la notion de ces relations animistes avec le monde comme l'argument principal pour justifier leurs droits territoriaux, comme nous le verrons dans la prochaine section, mais qu'on peut d'ores et déjà citer, par exemple, les manifestes cosmopolitiques de David Kopenawa, cités en ce qui concerne les Yanomami, ou, pour citer notre exemple, l'article de la Cadena sur les paysans andins qui réclament ses droits au territoire à travers, disons, ces rapports spirituels, en fait, une forme d'attribution de subjectivité aux éléments de l'environnement. Un autre aspect à retenir de la déclaration est la reconnaissance par les États des soi-disant lois des peuples autochtones, dans l'article 26.3 et le 27. Ces articles ont des implications importantes, ce qui explique que, par exemple, l'Australie se soit abstenue de signer la déclaration dans un premier temps. Il est difficile de déterminer la nature de ces lois des peuples autochtones, compte tenu de la diversité des situations. Dans de nombreux cas, ces lois autochtones sont un ensemble de valeurs morales, plus ou moins définies, qui peut parfois arriver à prendre l'aspect d'un droit coutumier qui régit la façon de résoudre les problèmes entre les humains, mais aussi entre les humains et les autres que les humains. Ces derniers, ces non-humains, sont souvent des entités immatérielles auxquelles attribuent néanmoins une agence efficace, effective. D'autres fois, ce sont des animaux qui méritent le plus grand respect. Ça, on les voit à profusion dans l'ethnographie. Avec l'adoption progressive de la langue écrite juridique par les peuples autochtones, il existe de nombreux exemples de l'apparition des non-humains comme des sujets de droit dans ces débuts de droit indigène écrit. Ce type de droit coutumier autochtone écrit a été de facto reconnu par les autorités nationales dans plusieurs pays qui adoptent les dits pluralisme juridique. Un exemple remarquable de la personnification substantive et procédurale d'entités non humaines est la manière dont la Constitution équatorienne énumère les sujets de droit, parmi lesquels la mère terre, la Pachamama en quechua, qui a des droits, cette mère terre, en elle-même, est un sujet de droit. En somme, si l'on ajoute la reconnaissance par la déclaration de soi-disant les lois des peuples autochtones au caractère animiste des relations de nombreux peuples autochtones avec leur environnement, implicite donc dans la notion de spiritualité, nous pourrons arriver à la conclusion que le système des droits de l'homme des Nations Unies commence à prendre en considération les non-humains. En effet, cette reconnaissance signifie que le système des droits humains des Nations Unies entérine en quelque sorte un système légal autochtone qui régule un collectif mixte composé d'êtres humains et non humains, des humains qui ne se considèrent pas comme tels, dans le sens de faire partie d'une humanité universelle, et des non-humains qui sont néanmoins considérés personnes. Cette évolution des systèmes des droits de l'homme est intéressante parce que ces personnes non humaines sont, on a vu, principalement les animaux
qui habitent les terres destinées à être protégées par les peuples autochtones, ces animaux qui, au XVIe siècle, ont dû être classés dans une catégorie ontologique complètement différente de celle des êtres humains, afin de créer une assise conceptuelle pour la reconnaissance des territoires des peuples indiens sous la tutelle du roi d'Espagne. Ces idées ne sont pas pour moi un exercice de la pensée. Je ne suis pas juriste d'ailleurs, donc ça c'est important de le souligner. Elles sont au contraire le résultat d'une longue expérience sur le terrain qui a commencé en 2007 et a duré jusqu'en 2012. Comme anthropologue, j'ai animé en effet une équipe d'anthropologues et juristes responsables de rédiger les rapports juridico-anthropologiques des demandes de 6 peuples de l'Amazonie péruvienne qui veulent proclamer leur autodétermination à la lumière des possibilités nouvelles que offre la déclaration de 2007. Le territoire total concerné par ces demandes est d'environ 90 000 km², c'est pour avoir une idée de la magnitude, c'est-à-dire environ un cinquième de la France métropolitaine. Ces travaux consistent en la démarcation du territoire, donc pour chaque peuple, une fois qu'a été négociées les limites avec les peuples voisins et d'autres populations, de la réalisation d'une étude anthropologique afin de démontrer la présence de ces peuples sur les territoires qu'ils réclament. C'est cette tâche à laquelle je m'appliquais. Et 3, la réalisation d'un acte juridique sur la base de l'étude anthropologique dans lequel la légitimité de la demande d'autodétermination sera établie. À la demande de leur organisation, j'ai participé à la rédaction des rapports des peuples Awajún, Kandoshi, Chapra, donc Awajún, c'est celui-là, voilà. Kandoshi, Chapra, Wampis, Shawi, ou Shayawita, et Jeveros. Les autres peuples ont été ces différents anthropologues qui se sont occupés. Frédéric Abarcay a travaillé sur les Kokama et sur les Quechua. L'un de ces peuples auxquels j'avais participé, les Wampis, a déjà réalisé un pas supplémentaire à cette étape d'étude, on va dire, puisqu'il a proclamé son autodétermination en approuvant une charte constitutionnelle nommée Statut du gouvernement territorial autonome de la nation Wampis, laquelle commence, par ailleurs, je le dis à titre, disons, de curiosité, par invoquer une liste de monuments dans l'article 2 de cette charte constitutionnelle. Les Wampis ont ensuite élu des représentants des organismes gouvernementaux pour un territoire de 13 000 km² de cette nouvelle entité, on va dire. Mais laissons un peu les cas Wampis et les cadres de ces travaux pour continuer avec l'argument que j'étais en train de développer. Deux exemples permettent, à mon avis, d'illustrer les idées exprimées dans la section précédente que je viens de développer. Ils concernent deux peuples autochtones avec des histoires très différentes des contacts avec la société dominante, comme on verra plus tard, les Kandoshi et les Chihuilo. Cette différence a conduit à des configurations territoriales très distantes. Les Kandoshi, qui étaient les premiers cas que cette équipe de juristes anthropologues a traités, constituent le modèle paradigmatique d'un peuple autochtone dans les termes de la déclaration. Un autre cas, qu'on a travaillé un peu après, plus tard en fait, c'est le cas Chihuilo, qui en revanche est un cas complètement différent, car il présente peu d'indications apparentes d'autochtonie, surtout en ce qui concerne les formes d'occupation de l'espace territorial.
Ce que je vais tenter d'expliquer, de montrer, c'est que malgré les énormes différences entre ces deux peuples autochtones, les relations sociales similaires qu'ils entretiennent avec les non-humains ont été les arguments juridiques les plus importants pour leur reconnaissance en tant que sujet de droit de la déclaration de 2007. Une petite carte publiée par Tesman au début du XXe siècle, où on voit déjà les Kandoshi, donc c'est cette aire-là, et les Chevero, écrit Chevero, dont le territoire coïncide plus ou moins déjà avec le territoire actuel, hein, qui réclame et qui contrôle en fait. Hein. Par exemple, le cas des Kandoshi. On voit ici la carte que cette équipe d'anthropologues juristes et géomètres aussi ont réalisé par rapport au territoire Kandoshi. Avec une population de 3000 individus environ, les Kandoshi se trouvent dans les affluents de la rivière Pastaza, au nord donc de la rivière du fleuve Marañón. Hein, c'est le fleuve qui passe ici au sud de la carte et qui est en fait le cours principal de l'Amazone. Leurs relations avec les fronts coloniales, donc des Kandoshi, sont anciennes, mais largement dominées par une hostilité variable mais intense. Jusqu'à l'arrivée des missionnaires de Summer Institute of Linguistics dans les années 1950, on peut dire que les Kandoshi étaient un peuple vivant en isolement volontaire ou un peuple autonome, comme les organisations des Indiens aujourd'hui disent. Aujourd'hui, leur situation, la situation des Kandoshi, pouvait être qualifiée d'isolement sélectif dans la mesure où ils choisissent quand et avec qui ils veulent établir des relations. En fait, leur distribution sur l'espace territorial fait qu'ils établissent des communautés dans les embouchures des rivières pour filtrer en fait ce qui est accès ou pas à entrer dans leur territoire. En ce sens, le monolinguisme kandoshi d'une bonne partie de la population, donc seule une poignée de dirigeants parlent un peu l'espagnol, montre les réserves qui ont toujours gouverné leurs relations avec le monde extérieur, malgré que la frontière sud du territoire, c'est une frontière avec les fonds coloniaux en fait. Leur occupation territoriale est basée sur la manière, on va dire, traditionnelle des peuples de cette région, en particulier de la famille linguistique Jibaro, en plus, disons, des Kandoshi, les Chapra, les Shuar, les Shuar, les Agualun, les Aguajun. Chaque maison peut accueillir une unité domestique, parfois polygame, composée d'un mari, une épouse ou plusieurs épouses, les filles célibataires et les filles et les gendres résidents par le principe d'uxoriolocalité obligatoire pendant les premières années de mariage. On voit un peu une image satellitale du territoire Kandoshi, le lac Rimachi, ici, c'est le centre, on va dire, symbolique de leur territoire. C'est un énorme lac de 80 km². On va voir un peu une image de ce que... Bon, ici, on voit un secteur de la rivière Chapuli avec ces points, c'est les Ezars, hein, c'est les clairières de bois. Et on voit en fait, à travers cette image, la dispersion en fait, de l'habitat, ou la semi-dispersion de l'habitat. Voyons un secteur. On voit ici un ou deux maisons avec les jardins autour d'elles. Ici, une autre, deux, trois maisons de plus. Donc, disposées en cercle concentrique sur chaque maison, on trouve donc d'abord les zones réservées à l'horticulture, puis celles de la collecte, et enfin celles destinées à la chasse. Hein.
Des chemins invisibles partent de chaque maison et s'étendent radialement à travers l'espace territorial que chaque famille occupe, mais seulement temporairement. La perte de fertilité de la terre, de la réduction des captures des chasses sont les principaux facteurs forçant un semi-nomadisme perpétuel, on va dire, des familles qui doivent se déplacer à de nouveaux espaces de vie tous les 10 ans environ. Chacun de ces maisons, on l'a vu, est relativement isolé des autres. Cet isolement résidentiel masque toutefois la présence de réseaux de parenté associant une dizaine de résidences qui partagent un espace défini discrètement, habituellement un secteur d'un bassin fluvial. Voyons ici ces réseaux, disons, entre les deux, il y a un peu plus d'espace territorial. Ces groupes locaux, il y a environ une vingtaine, sont composés de deux groupes de frères et sœurs qui se sont entremariés en vue de créer un réseau de solidarité renforcé par le redoublement, comme on dit en anthropologie de la parenté, de l'alliance. Une hiérarchie de chefs, souvent des guerriers et des prestiges reconnus, dirige ces groupes locaux. Ça, ces compositions parentales de ces groupes locaux est différente, même si en apparence se rassemble, la composition de l'espace se rassemble au groupe Achuar, par exemple, aux Wampis qui sont dans les frontières nord. La différence, c'est que dans le cas Kandosh, il n'y a pas de réseau d'endogamie, en fait. Il n'y a pas de cycle endogamique. Il y a tout simplement des intermariages entre deux fratries qui échangent hommes et femmes et se marient entre eux, en fait. La relation entre ces groupes locaux est d'une relative hostilité qui peut se transformer souvent en agressivité ouverte. Une hostilité tacite est également dirigée vers les non-Kandoshi. En d'autres termes, les Indiens Chapra, Achuar et Urarine qui bordent le territoire, mais surtout elle est adressée au front colonial, qui est un mélange de Kokama et ce qu'on appelle dans la région métisse, qui est situé dans la frontière sud du territoire. Pour les dites métis, c'est-à-dire les non-indiens, des colons de langue espagnole, les Kandoshi constituent les paradigmes de l'Indien sauvage, avec tous les stéréotypes négatifs que cela comporte. Pour la déclaration de 2007, par contre, les Kandoshi sont un parfait exemple de peuples dont le système international des droits de l'homme cherche à protéger, en dépit de l'absence, dans la langue Kandoshi, d'une expression appropriée pour décrire la notion d'humanité universelle. Une particularité linguistique qui semble cependant nécessaire si l'on considère la façon dont, dans le même temps, ils utilisent un réseau de solidarité, un réseau de relations sociales, avec des êtres non humains, en particulier donc avec les animaux. Une illustration de ce type de relation serait le système rituel très complexe, dont un élément marquant est la prise d'hallucinogènes, laquelle vise à obtenir une vision nécessaire aux activités importantes de la vie. Cherche à obtenir une vision qui offre pouvoir, comme on dit. Ces visions consistent à établir un contact avec l'agence, on va dire, ou l'esprit, comme on dit aussi, d'un animal qui donne ses capacités performatives à l'individu en quête donc, de vision, de pouvoir. Ces rituels et d'autres pratiques typiques de l'ontologie animiste ont été abondamment décrits dans la littérature produite non seulement pour les Kandoshi, mais aussi pour d'autres groupes Jibaro avec lesquels ils partagent un substrat culturel commun. Je voudrais seulement ajouter que ce sont précisément ces caractéristiques, encore pleinement en vigueur, de la perception Kandoshi de l'environnement, cette spiritualité, selon les textes légaux, qui constitue la garantie maximale pour la déclaration de 2007, selon les textes disons, légaux que les juristes ont produits. Contrairement au Kandoshi,
et pour des raisons qui ne se limitent pas à ce qu'on appelle en anthropologie leur acculturation, les chihuilos constituent un cas difficile où rien, à première vue, nous permet de penser qu'une vision autochtone du territoire existe. Le problème, c'est donc comment permettre à ces collectifs d'avoir accès à être sujets du droit de la déclaration. Voyons donc le cas Chihuilo, qui est très intéressant. Sur la rive ouest de la partie inférieure du Huallaga, donc au sud de Marañón, pas tellement éloigné du territoire Candochi, en fait, les Chihuilos, également connus sous le nom de Jebero dans la littérature, ont en effet eu une expérience entièrement différente du contact à celle de Candochi. Contrairement à ces derniers, ils ont été considérés dans la région l'exemple de l'Indien civilisé, et c'est là depuis l'époque coloniale. Du point de vue de l'occupation territoriale, l'un des traits les plus caractéristiques du peuplement chihuilo est l'habitat concentré dans un seul noyau urbain appelé Jeberos, qui est le centre administratif, par ailleurs, d'un district péruvien du même nom, Jeberos. Ici, on voit donc la carte de leur définition territoriale provisionnelle qu'ils ont fait, que l'équipe a dessiné. Cette forme d'occupation de l'espace contraste, bien sûr, avec celle de Candochi qu'on a vue à l'instant, et d'autres voisins qui ont un habitat dispersé, aussi semi-dispersé, malgré certaines dynamiques qui ont été animées par les missionnaires de concentration, de nucléation d'habitat. Ces formes d'occupation de l'espace, donc je disais, contrastent avec celles de tous les groupes voisins des Chihuilos. Comment est-il que les Chihuilos en sont venus à vivre tous à un seul endroit, un village de rues droites et d'un air très colonial? Contactés avec succès par les missionnaires jésuites à leur arrivée dans la région en 1637, les Chihuilos faisaient partie de la première réduction au village mission établie par la Compagnie de Jésus dans l'ancienne province de Maynas. Nommée Limpia Concepción de Jeberos, cette réduction, située stratégiquement au carrefour des principales routes par les moyens de transport utilisés à l'époque coloniale, a servi de point de départ ainsi que de modèle et d'exemple pour l'évangélisation de la région. J'ai dit centre au carrefour, parce qu'en fait, il unissait Quito avec Lima, parce qu'il descendait par les Pastas, il passait à travers, disons, d'un petit affluent du Marañón, dans le côté sud déjà, et puis il remontait vers Moyobamba et jusqu'à la côte péruvienne. Du point de vue de Chihuilo, les villages représentent, à l'époque coloniale, une protection contre les incursions des groupes voisins, Jibaro, en particulier à Oaxun, et surtout de la violence des colonisateurs espagnols, avec lesquels ils ont établi une alliance que leur a accordé même une exemption des paiements des impôts de la part de la couronne espagnole. L'expulsion des jésuites dans le XVIIIe siècle, le déclin progressif de l'entreprise missionnaire au cours des décennies suivantes et l'arrivée des transports mécanisés, un siècle plus tard, ont complètement changé le contexte géopolitique de la région et condamné Jeberos à l'isolement radical, on va dire, qu'il souffre aujourd'hui. Cependant, la forme d'occupation de l'espace conçue par les villages missions demeure quasiment inchangée. Voyons l'image satellitale du territoire. Donc ça c'est le Huallaga, donc ces rivières-là, cette fleuve-là, et ça c'est le Marañón. Et si on s'approxime au centre de cette... on voit ici dans l'isolement absolu les signes donc, de ce village de Jeberos.
Aujourd'hui, le Chihuilo donc continue à être structuré sur le terrain par une réduction jésuite qui a disparu il y a des siècles. Tout autre noyau urbain isolé en Amazonie occidentale aurait tout simplement disparu, comme a été le cas de nombreux villages. La permanence, malgré l'enclavement du village de Riberos, peut être expliquée, uniquement expliquée, par la composition monoethnique de sa population et par le désir des Chihuilos à rester unis comme peuple, disons, autochtone. L'exploitation de la terre nécessaire à une économie de subsistance, comme celle de Chihuilo, est effectuée sur la base de ce qu'ils appellent barrios, au quartier dans lequel le village est divisé. Du point de vue de la parenté, ces barrios, qui sont ici colorés, sont similaires au groupe local qu'Andoshi décrit précédemment, mais évidemment tous concentrés dans un seul endroit. J'avais même pensé à l'hypothèse que les rues qui portent des noms de rivières, c'était une espèce de réduction miniature de... Mais en fait, non. Bon. Grâce à un système radial de chemins, partant de chacun des quartiers et s'entendant sur une bonne partie du territoire Chihuilo, la population urbaine a accès aux jardins, rivières, lacs et forêts permettant d'extraire des ressources nécessaires pour assurer leur subsistance. Il n'y a pas suffisamment d'espace ici pour approfondir le caractère particulier, pour un peuple autochtone de cette région, des caractéristiques peu conventionnelles de la territorialité Chihuilo. Je veux dire simplement qu'à première vue, les Chihuilos sont loin de ce que la déclaration entend protéger, compte tenu des caractéristiques de leur territorialité actuelle et l'histoire qu'elle a façonnée. Ils ont en plus presque perdu la langue originale, la Chihuilo, et tout autre signe apparent de leur indianité a disparu. Cependant, Pedro García Hierro, le juriste qui a rédigé l'argument juridique de la déclaration Chihuilo d'autodétermination, a trouvé des motifs suffisants dans le caractère spirituel des réclamations que ce peuple entretient avec les non-humains pour considérer que leur demande s'adapte au sujet des droits définis par la déclaration de 2007. À ce titre, les juristes considèrent trois faits saillants de cette spiritualité. 1. La relation des ancêtres mythiques avec une réalité territoriale spécifique. 2. Le rôle des ancêtres mythiques dans l'identification des lieux avec des groupes spécifiques de parenté. Et 3. Le rôle joué par des êtres spirituels, il dit, dans la distribution des espaces, de leur mode d'utilisation et des précautions, il dit, conservationnistes que chaque ressource nécessite. Voyons brièvement ces 3 points. Sous quelle ethnographie les juristes ont soutenu ces 3 points. En ce qui concerne le premier, la relation des ancêtres mythiques avec une territorialité spécifique, la mythologie Chihuilo raconte comment les ancêtres ont descendu des montagnes pour occuper les lieux où ils sont actuellement installés. Leur deka, le terme Chihuilo, qui traduit le concept de territoire, plus ou moins. Plus précisément, les mythes disent qu'un homme est descendu de la montagne après avoir tué sa femme, son épouse, alors qu'elle couchait avec un autre homme, pour avoir abandonné sa fille. Celle-ci, donc la fille, a été enlevée par un esprit dans la montagne. Cet homme, une fois qu'il récupère sa fille, décide qu'il doit aller très loin pour fuir la famille de sa femme, qui cherchera, bien entendu, à venger sa mort. Dans leur fuite, raconte des mythes, le père et la fille descendent dans le fleuve Marañón jusqu'à ce qu'ils arrivent à la rivière Tejayacu. Puis, ils traversent la rivière Aipena, où ils s'installent définitivement après une recherche incessante d'un endroit approprié pour vivre. Lorsque sa fille devient une femme, l'homme la prend pour épouse, ils ont plusieurs enfants qui grandissent rapidement et qui, entre eux, vont
disons, se marier aussi, produire une descendance. Cette famille continue à croître jusqu'à qu'elle forme ce qu'on appelle aujourd'hui le peuple Chihuilo. Point 2. Le rôle des ancêtres mythiques dans l'identification des lieux avec les groupes spécifiques de parenté. La mythologie, selon les juristes, enfin, les juristes, les rapports anthropologiques offrent un texte que les juristes, disons, prennent ce qui l'intéresse, on va dire, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui l'a intéressé? C'est pour soutenir ces points 2, non? Le rôle des ancêtres mythiques dans l'identification des lieux avec des groupes spécifiques de parenté. La mythologie offre donc également les noms des lieux où les ancêtres des Chihuilos tentent d'établir leur maison et leur jardin avant de s'installer définitivement à l'endroit où les villages de Chihueros se situent aujourd'hui. Il est possible de retracer sur la réalité géographique actuelle le voyage mythique qui a commencé sur les montagnes de Condorcanqui, la toponymie qui donne des noms à la fois en espagnol et en chihuilo de toute rivière ou autre accident géographique, et la preuve de la relation intense que ces peuples entretiennent avec les territoires depuis des temps immémoriaux, en fait que les juristes n'ont pas à oublier dans son argumentation. Enfin, le point 3, peut-être du point de vue de mon argument le plus important, c'est le rôle joué par des êtres spirituels, comme disent les juristes, dans la distribution des espaces, de leur mode d'utilisation et des précautions conservationnistes que chaque ressource nécessite. Parmi donc, les lieux les plus significatifs que cette mythologie retrace et qu'on trouve concrètement sur le terrain, il y a les lacs Pampayacu, énormes en temps de fortes précipitations, qui a une importance très fondamentale pour la spiritualité des Chihuilos. Pour ces Indiens, ces lacs représentent beaucoup plus qu'une réserve importante de poissons. Pour ces Indiens, ces lacs représentent beaucoup plus. C'est là que les premiers endroits occupés par les premiers Chihuilos. Et de ce fait, il est la résidence des êtres spirituels qui doivent être respectés et si on veut éviter de tomber en disgrâce. Les Chihuilos recherchent pouvoir, encore de façon, on va dire, similaire à celle qu'on a décrite pour les Kandoshi brièvement, dans ces lieux par contact avec les êtres de la nature en général et les animaux en particulier, surtout aquatiques, considérés, pas seulement pour les Chihuilos, mais pour tous les autres peuples de la région, comme des personnes auxiliaires des chamans, avec lesquels on communique pour différentes raisons et pour se procurer les bénéfices qu'ils peuvent offrir. Ces contacts avec les animaux facilitent par ailleurs la relation avec leurs ancêtres. Et c'est pour cette raison qu'il y a un rapport entre ces voyages des ancêtres mythiques avec ces endroits où, disons, ces animaux sont censés, on va dire, incarner cette ancestralité. Ça, c'est donc les arguments qu'utilisent les juristes. Et pour cela, ils citent une jurisprudence considérable, qui est produite surtout par la Commission interaméricaine des droits de l'homme, que je vais passer, bien sûr, de vous résumer. En définitive, comme on a vu, dans les processus entamés par ces peuples autochtones à la suite de la déclaration de 2007, les arguments anthropologiques utilisés comme données factuelles des actes juridiques des déclarations d'autodétermination se fondent principalement dans les relations sociales avec les non-humains que ces peuples autochtones entretiennent. Bien sûr, ce n'est pas le seul argument. On fait référence dans les textes juridiques à une présence historique dans les territoires occupés, remontant à plusieurs siècles. On fait référence également à la dynamique des populations, les modes internes de règlement différents,
l'organisation de groupes locaux et le système de parenté qui font possible la reproduction du collectif en tant que tel. Mais ce que la déclaration observe, et c'est ça qu'on a vu avec l'emploi que le juriste a fait de matériaux ethnographiques qu'on a fournis, c'est que la déclaration observe d'une façon spécifique et la façon dont ces peuples interagissent avec le dénouement. Et le reste, donc le système de parenté, la dynamique des populations, etc., n'est que forme de reproduction de cette relation avec l'environnement. Au bout de compte, c'est cette relation particulière avec l'environnement qui distingue, ou est censée distinguer, les Indiens des paysans, des métis, des colons et d'autres populations en compétition pour les mêmes territoires. À cet stade, je pensais qu'il y avait une autre. À cet stade de la réflexion, on pouvait se poser la question de savoir dans quel sens ces relations peuvent être appelées spirituelles, puisque la déclaration ne propose aucune définition de ce concept, qui reste d'ailleurs assez vague. Si le droit international considère la spiritualité comme la dimension subjective d'une forme de sacralité, la sacralité comme l'expression d'un système religieux ou d'un système d'idéaux partagés, ce n'est pas la spiritualité des peuples autochtones mentionnée dans cette présentation. Cette conception de la spiritualité est très familière des législateurs d'une profonde tradition dans la jurisprudence. Elle permet de protéger les temples, les mausolées, les monuments ou certains espaces naturels labellisés comme sacrés au nom d'une forme de transcendance, d'une religion ou d'une idéologie. La relation spirituelle que les peuples autochtones Kandoshi et Chihuilo ont avec leur territoire, tel qu'a été en tout cas remarqué par les juristes, ne rentre pas dans cette catégorisation. Des relations que les chasseurs et horticulteurs des groupes semi-itinérants dans l'Haute-Amazonie, comme les Kandoshi et leurs voisins, ont avec leur environnement, n'a pas une référence transcendantale ni même collective. Les endroits ou les lieux où ces contacts sociaux avec les animaux tutélaires s'établissent sont des lieux confidentiels et un Kandoshi ne révélera jamais leur existence, leur situation, leur localisation. Les lieux où leurs ancêtres ont vécu et sont enterrés, les lieux décrits par la toponymie Chihuilo, où l'histoire orale transmise expliquant les événements importants dans le passé comme une scène d'erreur, ne sont pas enregistrés sur les territoires de la manière qu'ils existent par eux-mêmes. Et ça, Philippe avait écrit un article dans lequel je prends quelques-unes de ces idées. Même la relation entre les histoires mythologiques des Chihuilo avec les territoires qu'ils occupent, dont en témoigne la toponymie qui est partagée par ces peuples autochtones dans son ensemble, ne se reflète pas dans des signes permanents réalisés par ces groupes, comme des temples en pierre ou des sanctuaires naturels. Les lieux marqués par les mythologies à travers la toponymie ne sont que la mémoire d'une accumulation d'expériences de vie des générations qui se sont produites au fil du temps. La soi-disant spiritualité, dans des cas examinés, fait référence à une relation d'affection entre les humains et les non-humains, entre l'individuel ou collectif, liée à une expérience de vie partagée dans le même environnement. En effet, c'est cette relation émotionnelle socio-naturelle entre entités variées entourant l'espace habité que les juristes considèrent, peut-être sans le savoir, comme la relation spirituelle particulière avec le territoire. Littéralement vrai que les peuples autochtones ont compris que le droit international était très réceptif à l'idée des lieux sacrés. Ils ont alors
commencé à déguiser cette relation affective avec les êtres de l'environnement en lui donnant un caractère institutionnalisé. La légalisation de certains endroits comme sacrés par les peuples autochtones dans la région coïncide souvent avec l'arrivée des compagnies minières ou pétrolières. Elle est sans doute une bonne stratégie pour défendre leur territoire, tout à fait compréhensible, mais qui révèle ce qu'elle est censée de cacher, que la relation spirituelle avec l'environnement, que les juristes tentent de décrire en évoquant la déclaration, et surtout un lien affectif dense et complexe entre des entités humaines et non humaines qui partagent ces territoires. Par ailleurs, la différence entre les sites sacrés et la relation avec les non-humains est cruciale du point de vue juridique. Les lieux sacrés ne disposent pas de droits. Les droits sont pour ceux pour lesquels les lieux sacrés. À l'inverse, les entités non humaines sont des sujets de droit par elles-mêmes. Je voulais passer donc aux remarques finales. Ces brèves explorations comparant les droits des Indiens du moment de la colonisation hispanique de l'Amérique et celui d'aujourd'hui m'a mené à souligner deux paradoxes. La première, c'est un paradoxe historique. Au XVIe siècle, la différenciation ontologique entre l'homme et l'animal a permis de mettre en cause la théorie de l'esclavage de l'homme naturel et par conséquent de rendre possible les droits des peuples indiens au dominium de leur terre. Aujourd'hui, les droits des peuples autochtones à l'autodétermination territoriale, tels qu'établis par la déclaration de 2007, se fondent sur la continuité sociale entre l'homme et l'animal, établie par la ontologie animiste indigène, implicite dans la notion de spiritualité. Cela suppose une seconde paradoxe, dans la mesure où la déclaration de 2007 fait partie du système des droits de l'homme des Nations Unies et qu'elle proclame que les lois autochtones doivent être pleinement reconnues, même si ces lois concernent ou peuvent concerner les non-humains, alors le système des droits de l'homme serait en quelque sorte concerné par des droits des non-humains. Quels enseignements pouvons-nous tirer de ce double paradoxe ? Si, depuis le XVIe siècle, il a été question de définir les contours d'un seul sujet de droit, aujourd'hui, la question est plutôt celle d'une multiplication des profils. Depuis Victoria, le seul sujet de droit est l'être humain, parce qu'il est le seul être, selon lui, rationnel. Parce que pour Victoria, les dommages, l'injurie, peut être seulement subis par des sujets rationnels, c'est-à-dire ceux qui sont conscients, on va dire, de l'infraction commise à leur encontre. Aujourd'hui, cela n'est plus nécessaire. La dimension sensible de la subjectivité est suffisante pour créer l'objet de la loi. Il n'y a pas de justification rationnelle qui pourrait rompre ces liens affectifs avec d'autres personnes, humaines ou non humaines, en tant que fondement de la loi. Il n'est même pas nécessaire d'être en condition de connaître ces droits. Et c'est pour cela que les peuples autochtones dits non contactés en jouissent d'une façon absolue. En fait, sont les premières plénipotentiaires de ces droits. Évidemment, je ne dis pas que les peuples autochtones ne sont pas rationnels ou qu'ils ne sont pas conscients de leurs droits. Au contraire, je pense que ce changement paradigmatique est dû précisément à l'action directe d'un mouvement indigène, organisé, conscient qu'il y a un débat ontologique au cœur même de la nature du droit, sur ce qui est humain et ce qui est non humain, dans lequel la notion de rationalité a joué un rôle fondamental, toujours contre leur intérêt. Ce que j'ai dit, en fait, c'est que la connaissance des droits n'est plus une condition essentielle,
Parce que les liens affectifs avec les multiples entités vivant sur un même territoire, implicite donc dans la définition de spiritualité de la déclaration, nous découle en fait d'un acte rationnel de conscience, celui que Victoria appelait de ses voeux. Il est précisément sur ce point que, dans les mesures que la déclaration constitue un élément du système des droits de l'homme des Nations Unies, elle représente, à mon avis, une profonde transformation dans l'ontologie de l'objet de la loi fondamentale. Si la cosmopolitique est le résultat d'une négociation diplomatique entre collectifs incommensurables, dans le sens qu'ils ne partagent pas les mêmes principes ontologiques, comme dit Isabelle Stenger dans un article intitulé The Cosmopolitical Proposal, cette déclaration reflète sans doute une partie des idées autochtones. J'aimerais ajouter, pour terminer, que si nous laissons derrière les sujets pensants du droit pour laisser la place à l'émergence d'un sujet sensible dans le cœur même du système des droits de l'homme, nous devons nous attendre à une extension des droits de l'homme à des non-humains. Cette extension naissante des droits de l'homme au non-humain, en passant par les droits des autochtones que je viens en fait d'essayer de montrer, bien, par ailleurs, également des propositions des partisans des droits des animaux, lesquels, malgré leurs différences profondes, partagent l'idée que les humains et les animaux sont des êtres sensibles. Une extension des droits de l'homme à des non-humains, une idée folle, il y a quelques années, semble aujourd'hui encore lointaine, mais une subjectivité commune basée sur la sensibilité ou encore sur le partage de la faculté sensible de l'âme, pour utiliser la notion scolastique employée par les juristes de l'école de Salamanque au XVIe siècle, peut-être elle est très proche. Je vous remercie. Merci Alex pour cet exposé passionnant qui combine un panorama de l'anthropologie juridique depuis Victoria jusqu'à ton expérience dans les questions de définition et de délimitation des territoires autochtones en Amazonie péruvienne, un exposé qui soulève de très nombreuses questions. Donc je suis très content qu'on puisse finir par cet exposé, parce que d'une certaine manière, on va récapituler beaucoup des points qui ont été abordés au cours des séances de cet exposé. Alors je vais revenir d'abord sur une question qui est celle de la spiritualité. C'est une notion qui est progressivement apparue. Je crois, alors je n'en ai pas fait l'histoire, mais le sentiment que j'en ai par la connaissance des textes et des discours des représentants des peuples autochtones dans les différentes arènes internationales où ils interviennent, j'ai l'impression que cette notion de spiritualité, elle est portée d'abord par les représentants des peuples autochtones d'Amérique du Nord, en particulier du nord de l'Amérique du Nord. Ça m'a beaucoup frappé en Colombie-Britannique en parlant avec des représentants des Amérindiens. Là, ils insistent de manière très systématique sur la différence qu'il y a entre la religion et la spiritualité. La religion, c'est la religion monothéiste avec une divinité transcendante, etc. La spiritualité, disent-ils, c'est leur forme particulière d'interaction précisément avec les non-humains, etc. Et il y a dans cette généralisation de la notion de spiritualité, notamment dans des textes juridiques et internationaux comme la déclaration de 2007 de l'ONU, un paradoxe intéressant, c'est que d'un côté, les Européens, les naturalistes, les modernes, quel que soit le terme qu'on leur donne, qui vont employer cette notion de spiritualité, la voient au sens de la spiritualité, au fond, quasiment mystique, c'est-à-dire telle qu'elle s'est développée dans la tradition européenne, comme quelque chose renvoyant à la piété, à l'exercice, en quelque sorte, individualisé de la religion par rapport à son aspect rituel. Et c'est ainsi que c'est entendu, alors que du côté
des populations autochtones, la spiritualité est entendue comme quelque chose qui est aussi est de l'ordre de l'intime et du rapport interindividuel, puisqu'il s'agit d'entretenir des rapports avec... On parle de spiritualité mystique dans le contexte européen, et là aussi il s'agit de rapports qui prennent des formes extrêmement diverses, mais qui sont de nature très individuelle avec des esprits. Donc il y a un paradoxe très curieux dans cette affaire de la spiritualité, parce qu'au fond, c'est un malentendu productif, comme très souvent d'ailleurs dans les rapports interculturels en général. Et ce malentendu productif, il a mis au premier plan, en particulier, cette idée de qu'est-ce qu'il y a dans la spiritualité. Au fond, le concept même de spiritualité, c'était l'esprit, c'est-à-dire l'élévation de l'âme, indépendamment des canaux rituels et liturgiques au moyen desquels on entre en rapport avec la divinité, alors que l'esprit, en l'occurrence, a été ressaisi comme esprit au sens où on l'entend... comme nous traduisons en tant qu'anthropologues, cette multiplicité d'entités à qui les humains prêtent certaines capacités qui sont caractéristiques des humains. Donc il y a quelque chose qui est tout à fait original dans cette affaire d'esprit. Là, c'est un commentaire. Alors, je voudrais revenir sur une question qui est plus générale. J'avais utilisé dans un de mes cours, je crois, il y a quelques semaines, l'exemple d'une communauté qui ressemble d'une certaine façon au Chihuilo, que tu connais sans doute, c'est Sarayaku, qui est aussi le produit... Alors ce sont des gens qui sont installés sur le cours supérieur du Bobonasa en Équateur, et c'est aussi le produit d'une réduction, non pas jésuite, mais dominicaine, très ancienne, relativement ancienne en tout cas. C'est un village au bord d'un fleuve, etc. Et cette communauté a acquis une certaine notoriété au fil du temps parce qu'ils se sont lancés précisément dans des actions de réclamation de droits de droits territoriaux. Ils ont été soutenus par différentes organisations non gouvernementales en Europe, en France et en Allemagne, et je crois aussi aux Pays-Bas. Et de ce fait, ils ont été mis un peu sous les feux de la rampe. Alors, comme les Chihuilos, c'est une population de réduction au départ, c'est-à-dire ce sont des gens qui, lorsque les réductions dominicaines se sont établies dans la région au XVIIe siècle, ces réductions, elles ont fait ce qu'ont fait tous les missionnaires qui ont fait des réductions en Amérique du Sud. Ils ont regroupé à l'intérieur de villages des gens qui venaient de communautés ethniques différentes, qui parlaient des langues différentes. Et ils ont utilisé, en l'occurrence, comme c'est le cas dans toute cette région, une langue véhiculaire comme langue d'évangélisation et de contrôle. Cette langue véhiculaire, c'était le Quichua. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de populations qui parlent quechua, tant en Équateur qu'au Pérou, dans les basses terres, c'est du fait de ces phénomènes de réduction. Et alors évidemment, il y a un processus d'ethnogénèse qui s'est ensuite enclenché, et lorsque le contrôle des missionnaires s'est dissipé, s'est affaibli sur ces réductions, progressivement, ces gens ont construit, en somme, un monde commun à partir de bribes et de morceaux. Dans le cas de Sarayaku, c'était des Achuars, c'était des Saparas, c'était des gens qui venaient de très nombreux groupes ethniques tout autour. Et donc on a ici un système territorial qui est un peu du même ordre que celui que tu décris pour les Chihuilos. Or, dans leur très grande imagination et leur capacité d'adaptation au monde contemporain, alors ils s'appellent les Sarayaku. Bon, les Sarayaku, c'est le nom du village, c'est aussi un phénomène classique. Les Sarayaku sont venus à la COP 21, donc en décembre passé, avec une proposition dans laquelle ils demandaient la reconnaissance du territoire Sarayaku, avec un petit texte très intéressant dans lequel il développe précisément le genre d'argument que tu as évoqué tant pour les Chihuilos que pour les Kandoshi, c'est-à-dire l'idée
Ils ne parlent pas de spirituel, mais ils disent de relations tout à fait particulières entre les humains, les animaux. Ah si, ils parlent de spirituel quand même. Si, maintenant je m'en souviens, ils parlent de spirituel. Les humains, les esprits, etc. etc. Je pense qu'au fond, c'est juste une parenthèse, ils parlent de spirituel parce que moi j'avais gardé en mémoire les esprits, mais en fait ils n'emploient pas le terme esprit. Il y a une sorte comment dire, de crainte peut-être, d'apparaître comme des gens complètement irrationnels. On peut parler de sanctions divines ou d'une origine transcendantale, d'un droit à occuper un territoire. Dire, dans une déclaration publique, dire qu'on a des rapports quotidiens avec des esprits, ça passe pas encore tout à fait. Donc on parle plutôt de spiritualité. Et donc dans ce texte, ils invoquent comme base, exactement comme tu l'as dit, comme base de leur rapport, de leur légitimité en quelque sorte, pour occuper ce territoire et pour le protéger des incursions évidemment des voisins. Alors les voisins, c'est au sud les Atchouars, mais au nord c'est d'autres populations quechua-phones, mais aussi des prospecteurs pétroliers, enfin, puisque le gouvernement équatorien, en dépit du fait que la nature est quand même placée au premier plan dans la Constitution, il faut le dire, a quand même vendu l'Amazonie aux compagnies pétrolières, en particulier chinoises. Donc il faut se protéger de ces incursions. Et cette protection, elle passe précisément par l'invocation des rapports très très particuliers, le fait que leur territoire est un milieu de vie tout à fait singulier, qui doit être protégé en tant que tel. Donc ça, on a une argumentation de ce type-là. Et puis, pour protéger ce territoire, il faut le délimiter. Et c'est là qu'il y a la contradiction, et je pense qu'il va peut-être être le cœur de la discussion qu'on va avoir. Il faut le délimiter. Alors, eux, ils ont proposé une solution tout à fait originale. Ils ont proposé de planter des arbres qui ont une floraison avec des couleurs très contrastées. Et en particulier, alors, au fond, l'idéal, c'est autour du grand quadrilatère qu'ils réclament pour leur territoire, de façon à ce que ce territoire soit visible d'avion. Alors c'est quelque chose de très intéressant parce qu'au fond, il s'adresse en faisant ça aux naturalistes, aux modernes, aux hélicoptères des compagnies pétrolières qui survolent la région, et de façon à rendre visible de manière ostensible un territoire délimité. Parce que cette idée de la vue en surplomb, elle n'est pas présente dans les ontologies indigènes. Tout se passe au niveau soit du sol, soit au niveau de l'eau, etc. C'est-à-dire les formes de relations que l'on cherche à protéger, ce sont des formes qui sont maîtrisables dans les rapports que les humains entretiennent avec les non-humains. Et ils ne se promènent pas, même les chamans, on n'est pas en Sibérie, les chamans ne volent pas là. Les chamans, ils vont plutôt dans les rivières que de voler dans l'espace. Donc il y a cette idée qui est très attirante pour nous Européens, qui avons une attirance spontanée pour des manifestations autochtones d'inventivité dans la protection du territoire, mais en fait, qui n'a aucun rapport, au fond, avec la conception traditionnelle du territoire, et qui, en plus, propose une délimitation qui correspond tout à fait à la conception westphalienne de l'État-nation, dont les limites sont reconnues par des États-nations voisins. Et donc, il y a une contradiction permanente et qui est évidemment liée au fait que ces populations interviennent dans un contexte qu'elles n'ont jamais choisi, entre la revendication croissante de la légitimité de l'occupation d'un territoire fondée sur des arguments, disons, animistes, en l'occurrence, et la nécessité que ce territoire soit délimité de façon nette, pour le protéger, évidemment, contre la spoliation. Et c'est là, au fond, qu'il y a la difficulté principale, puisque toutes ces populations que tu nous as montrées sur la carte, les Chihuilo, les Kandash, les Kandoshi, les Chapras, les Wampis, etc., partagent
le même type de légitimation ou le même type de justification. Ils sont tous animistes, ils ont tous des rapports particuliers avec des non-humains, même s'ils peuvent varier de proche en proche. Et donc, au fond, du point de vue du droit international, il n'y aurait pas de raison pour dire pourquoi différencier les Chapra des Kandoshi, des Wampis ou des Achuar de ce point de vue-là, puisque, au fond, ils partagent les mêmes prémices quant à la singularité du type de relation qu'ils entretiennent avec les non-humains. Et si la distinction ou si la délimitation est proposée, c'est pour des raisons différentes. Parce qu'autrement, il n'y aurait pas de raison. Au fond, si on voulait être conséquent dans l'argumentation, il faudrait envisager un énorme territoire animiste, à l'intérieur duquel, c'est ce qui se passait auparavant d'ailleurs, de facto, à l'intérieur duquel les différentes populations continueraient à entretenir le même type de relation avec les non-humains. Mais pour des raisons externes, qui sont des raisons de pression démographique, de colonisation, de développement de l'industrie extractive, etc., on est obligé de délimiter. Et donc, il y a ce qui m'apparaît moi, comme une contradiction permanente, au fond, qui est accentuée par la nécessité de traduire ces choses-là dans le vocabulaire juridique. À partir du moment où on doit définir des droits sur un sol, on est manifestement, inévitablement, contraint à employer le vocabulaire de l'appropriation des droits individuels et collectifs, etc., qui est complètement étranger au rapport à ce territoire. Et donc, je pense que, et ça c'est pour se rattacher à une remarque que tu as faite à la fin de ton exposé, tu dis au fond, les droits, l'extension des droits de l'homme aux non-humains, avec ce renversement paradoxal que tu as magnifiquement mis en lumière entre la position de Vitoria, on fait des Indiens des hommes en les séparant des animaux, et 4 siècles plus tard, il s'agit de prendre en considération le fait qu'il y a une continuité entre les humains et les animaux pour leur donner des droits qui soient fondés sur des arguments qui soient de même nature que ceux qu'eux-mêmes emploient pour définir leur rapport à la Terre. Donc ça, c'est un magnifique paradoxe. Mais dans ce paradoxe, on a la difficulté que l'extension des droits de l'homme à des non-humains, d'abord, elle demanderait d'aller bien au-delà des non-humains tels que nous, naturalistes, les définissons, c'est-à-dire c'est pas telle ou telle espèce animale, c'est pas les arguments du Great Ape Project, par exemple, hein, qui consiste à donner des droits à certaines espèces de primates supérieures, car elles manifestent des capacités cognitives ou des capacités sensibles de même nature que celles que les humains manifestent. Ça doit aller au-delà, parce que ces non-humains, que c'est cette formule un peu fourre-tout que nous employons par défaut pour désigner ce qui n'est pas humain, justement, eh bien, ça inclut aussi des esprits, ça inclut, etc. Alors, quel type de droit va-t-on donner à des esprits? Et ça pose en plus un problème que moi je vois de façon très, 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 très nette, c'est que étendre les droits humains qui sont des droits attachés à la personne, à des non-humains, prolonge de manière tout à fait nette l'individualisme qui est caractéristique du système moderne tel qu'il s'est instauré à partir alors juridiquement et philosophiquement du XVIIe siècle, disons, et ne vient pas du tout remettre en cause le type de rapport que nous avons établi. Il me semble qu'il serait beaucoup plus... et il y a des juristes qui travaillent sur ces questions. Je pense le séminaire va se poursuivre l'année prochaine, donc on aura l'occasion de revenir aussi sur cet aspect-là. Il y a des juristes qui travaillent sur cette question et qui proposent de considérer qu'au lieu de donner des droits
à des individus, au sens général, hein, pas humains ou non humains, individus, c'est-à-dire des singularités, il faudrait donner des droits à des milieux. Les milieux étant, milieux au sens de la mésologie, c'est-à-dire au sens le plus général du terme, ces milieux étant porteurs de droits qui viendraient en quelque sorte s'attacher à des individus, qu'ils soient humains ou non humains. Ce qui est probablement une possibilité de sortir du rapport entre du rapport très particulier qu'on a noué avec l'individualisme dans le droit occidental. Donc voilà, ce n'est pas des questions, mais c'est des réflexions qui ont été suscitées par ton très bel exposé. Oui, je te remercie. Non, je voulais juste dire qu'en fait, bon, l'exposé d'aujourd'hui, c'était sur cet aspect-là, mais que cette expérience de plusieurs années en travaillant dans ces programmes hein, est riche en enseignements. Hein, et il y a différents aspects qu'on aurait pu explorer. Et un aspect que ça aurait été aussi intéressant, c'est quelles sont les raisons, enfin, tu as bien évoqué les raisons de délimiter des territoires. Ça a suscité un débat parce que, bon, pourquoi faire des limites hein, alors que des limites qui posent problème entre eux hein, donc, pourquoi créer un problème de lignes sur la carte bon. Mais en réalité, ces projets, il était déjà dans l'agenda politique bien avant l'apparition de la déclaration. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a profité de la déclaration pour faire un pas en avant, parce qu'il y a plusieurs histoires en fait dans tout ça, n'est-ce pas ? Un pas en avant dans disons, dans les droits des territoires, comme peut-être, enfin, comme tu sais, la loi péruvienne reconnaissait seulement les droits de titularisation des communautés, en fait. Qui est une loi nationale, hein, très ancienne, des années 70, de l'époque du gouvernement de la dictature militaire de gauche, de Velasco Alvarado, qui avait fait la première loi, et la seule d'ailleurs qui existe au Pérou, pour donner une forme de titularisation aux Indiens. Cette loi était inspirée des communautés andines, dont la typique occupation de l'espace à partir de Nayu, dans un petit village, et les terres agricoles et les pâturages autour. Et ils ont fait une loi nationale, donc à l'Amazonie, ils ont été obligés de suivre ces cadres-là pour titulariser, pour faire un semblant de titularisation de leurs terres. Si vous voyez par exemple ces cartes, on voit dessiner avec des petites des lignes ténues comme ça, les espaces des communautés telles qu'ils ont été titularisées. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de la titularisation, que c'était aux années 80-90 surtout, c'est que les fonctionnaires arrivaient, il y avait une communauté en quelques maisons, n'est-ce pas, et ils faisaient un recensement démographique, et à partir d'un nombre de gens qui étaient là ce jour-là, donc ils décidaient la surface en fait du polygone à titulariser pour ces communautés-là. Si on voit là, ces polygones, ça coïncide, et ça, un jour, il faudrait s'amuser à le faire, ça coïncide en fait avec un moment historique et l'importance déployée sur la surface de la puissance d'un grand homme. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'il y a des contrastes absolument énormes. Oui, donc en réalité, bon, chaque titre, je connais par le côté Kandoshi, hein, c'est associé en fait à la présence dans cet endroit-là d'un homme qui avait réuni plus. C'est ça, une faction importante. Bon, en fait, tous ces programmes de territoire tels qu'on voit représentés dans ces cartes, c'est une tentative ancienne de dépasser ces polygones de communautaires et faire ce qu'on appelait le territoire intégral. On a trouvé dans la déclaration la possibilité légale, on va dire, de trouver des arguments pour ça. Je voulais dire aussi que, évidemment, les raisons pour lesquelles on titularise des territoires de ce type sont des raisons que tu as bien évoquées. Mais aussi, lorsque j'ai participé à ces travaux, on apparaissent d'autres raisons, en fait.
Et par exemple, il a raison des rapports entre eux aussi. Par exemple, la frontière entre Awahun et Shawi, c'est entre les groupes de couleur verte et celui de couleur rosée à la fois. C'est très conflictif en fait. Et ils ont aussi ils ont voulu résoudre des problèmes, en quelque sorte, entériner des problèmes entre eux à travers la participation. Élégant au droit, une solution des conflits. Donc il y a beaucoup de choses qui se superposent en fait. Et j'avais, enfin, en discutant avec les leaders de toutes ces communautés, on se demandait qu'est-ce qu'on allait faire une fois on a fait la carte, parce que bon, finalement c'est une carte, c'est un territoire énorme, on suit en fait la ligne avec des GPS, pas moi, parce que c'est une redoutable promenade, et on démarque. Qu'est-ce qu'on fait une fois il y avait l'idée effectivement de faire un système de gouvernance générale, pas de créer pour chaque territoire, mais ça n'a pas passé. Et au contraire, le One Piece ont déclaré donc déjà son territoire. Et les Awahun, il y a un projet que je ne sais pas quelle est à l'heure actuelle l'actualité, de créer une région administrative, enfin reconnue comme région, comme ce qu'on appelle au Pérou région, reconnue en fait sur les plans administratifs pour l'État, comme une autre région en fait. Et donc il y a derrière, et pourquoi en fait? Parce que les Awahun, en quelque sorte, ils n'ont pas de problème de frontières avec les peuples voisins, ils ont un énorme territoire, sont prépondérants dans leur espace. À mon avis, c'était aussi une façon de continuer dans les rôles protagoniques que les Awahun ont dans tous les bassins amazoniens, en fait, dans la lutte pour les territoires, et qu'ils ont profité de tout ça pour tout de suite après, émettre ces signaux qu'ils veulent déclarer une région autonome. Donc il y a différents aspects qui s'entremêlent dans toutes ces longues histoires, en fait, que chacun d'eux est riche en enseignements. Oui, d'autant que traditionnellement, au fond, le dominium dans chaque cas, ça serait ces polygones dont tu parles, c'est-à-dire c'est la zone d'influence d'un grand homme, c'est une zone, c'est un groupe de parenté, c'est des choses comme ça. Au-delà, domine le conflit. Et en plus, domine le conflit aussi entre groupes ethniques. C'est-à-dire qu'il y a toujours une zone, traditionnellement en tout cas, un no man's land, pour des raisons de sécurité, entre les deux groupes. Donc c'est des cartes qui sont relativement artificielles de ce point de vue-là, parce qu'elles ne prennent pas en compte la situation. Au fond, c'est l'effet, oui. Par exemple, c'est l'effet de la pacification, d'une certaine façon, ces cartes. Oui, bon, par exemple, la carte Kandoshi, je ne sais pas si ça se voit, il y a des différentes parties où la ligne disparaît, en fait. Pour, en particulier, dans la frontière ouest, entre Kandoshi et Chapra, ils ont une controverse, en fait. On a été obligés, les géomètres, à ne pas continuer la ligne si vous voulez continuer à travailler. Continuer à travailler. Et la deuxième partie à la frontière avec les Achuar, dans le Wituyaku, c'est cette partie centrale, en fait. Ouais. Et si on voit très clairement la différence entre les territoires intégrales, c'est toute cette tache orange, et les communautés qui sont titularisées, qui étaient une petite portion de ce territoire, en fait. Enfin, bref. Bon, j'ai beaucoup de questions, de remarques à faire, mais je ne vais pas monopoliser la conversation. Donc, parole est à la salle.